Il a une très belle plume d'ailleurs. Et comme commissaire de gouvernement, il y avait M. Pierre Nzé, membre du bureau politique, et comme premier vice-président, M. André Obami-Itou, membre du comité central du parti. Donc, si vous voulez, il y avait toute l'artillerie idéologique du Parti congolais du travail qui était là, en train de nous juger. Alors, quand vous regardez avec le recul, vous voyez M. Henri Lopez aujourd'hui, ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous vous dites, il a su se reconvertir, c'est certain grand écrivain, il a su politiquement se reconvertir, ou vous regrettez tout simplement qu'aujourd'hui ce soit lui, encore cette figure qui hier a présidé un tribunal qui vous a condamné et qui représente votre pays? Non, je ne regrette rien. Enfin, moi, je pense que lui non plus. Je pense que depuis ces années-là, il avait fait son choix. Il était du côté des vainqueurs. Et donc, ça continue. Donc, c'est les vainqueurs qui continuent jusqu'aujourd'hui. Donc, enfin, moi, je le respecte beaucoup en tant qu'homme. Et puis, vous savez, hein, moi, à l'époque, j'étais jeune, j'étais lycéen. Pour moi, les Lopez, c'était des grands. Hein, ils étaient là-haut. Et je vous ai déjà dit, là, que je récitais ses poèmes. Donc, pour moi, c'était des gens qui représentaient beaucoup. Vous savez, le 22 février a été un schisme. C'est-à-dire que c'était le divorce dans une même famille, en quelque sorte. Hein? Nous tous, nous étions derrière le PCT à l'époque. Donc, il y a eu cette déchirure-là. Les uns sont restés au pouvoir et les autres ont été éjectés du pouvoir. Bon, donc voilà. Bon, par la suite, chacun a essayé de se reconstruire comme il a pu. J'ai eu la chance de venir poursuivre mes études à l'étranger. Bon, voilà. Et puis, ceux qui sont restés dans les structures du pouvoir ont poursuivi. Je pense que ce qui arrive aujourd'hui à M. Henri Lopez, c'est son cursus, c'est normal. Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages de cette période 72-73, puisque dans votre livre, vous appelez à tous ceux qui détiennent une partie de cette vérité de venir témoigner pour que ce soit inscrit à jamais et que les générations futures en profitent. Pour vous, qu'est-ce qui peut faire cette hésitation des gens qui ont vécu cette période que vous définissiez dans votre livre comme étant période difficile? C'est vrai que j'exhorte mes concitoyens, ceux qui détiennent cette partie de la vérité, parce que ça fait quand même plus de 30 ans, je pense que l'heure est venue quand même de parler de ces choses-là sans passion, de pouvoir dire ce qu'ils ont vécu. Bon, sur le M22, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, et il y a eu aussi des amalgames qui ont été dites. Il faut comprendre que le M22, on peut le comparer à une sorte de toile d'araignée où chaque point de la toile représente un noyau de 5 à 7 personnes. Donc, vous voyez, ça peut aller très loin. Les différents acteurs du M22 ne se sont pas tous connus. Et quand j'exhorte, c'est parce que moi, je ne peux pas reconstituer l'histoire réelle du M22. Je ne peux parler que de ma petite part. Mais ce que je dis, vous pouvez avoir des centaines, voire des milliers de témoignages de concitoyens qui vous racontent leur part, leur expérience du M22. Parce que ça a touché les structures de la société congolaise de haut en bas. Du paysan à l'ouvrier, au soldat, au cadre moyen, jusqu'à la hiérarchie de l'appareil d'État. Et donc, je les exhorte parce qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités. Le seul discours qu'on a entendu, c'est le discours des vainqueurs. Et aujourd'hui, moi j'ai pu lire certains bouquins où je trouve qu'il y a de l'histoire tronquée. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que l'action du M22, c'était un complot du pôle contre le Nord,
je rigole. Je dis c'est une contre-vérité ou c'est une mauvaise lecture. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que le M22, c'est le seul mouvement dans l'histoire politique récente qui a été un mouvement non tribal. Quand on vous présente que c'est le Poul qui se venge du Nord, je dis non. Les principaux ténors du M22, quand vous prenez Ambroise Noumazalaï, ce n'était pas rien, Ambroise Noumazalaï. On peut même dire que c'est le père idéologique de Ange Diawara, de Bongo Kami et des autres. Mais Ambroise Noumazalaï, lui, il n'était pas du Poul, même si Diawara était du Poul. Vous prenez les principaux compagnons de Ange Diawara, Jean-Baptiste Ikoko, il est de la cuvette, non, de Makwa. Vous prenez ceux qui ont participé au 22, comme les Kimbola Kaya, ils sont du Nyari. Donc le M22 n'a pas été un mouvement tribal comme certaines lectures peuvent le présenter. Monsieur Pierre El-Boumdi, le M22, une expérience au Congo, devoir de mémoire. Cet entretien a été dirigé par Enda Diogène Seni, postface de Bernard Boissé. Merci mille fois. Je rappelle que le livre est sorti dans les éditions Signia, la collection Sambala. Vous faites partie, vous amenez tout le monde à partager ce qu'en 72-73 vous avez vécu. Cet entretien s'achève sur cette note positive. E-Magazine RVFM vous remercie. À très bientôt. Merci.